Là, on passe à la troisième intervention et c'est une intervention dont est chargée Maria Isabel Rivas Ginel. Elle est diplômée, elle a un master de traduction et interprétation qu'elle a obtenu en 2011 à l'Université de Grenade. Donc, ces masters dans lesquels il y avait un certain nombre de langues comme l'espagnol, l'anglais, le français et l'allemand. Et elle prépare actuellement un doctorat en sciences du langage et de la traduction et à l'Université de Bourgogne, je suppose que c'est en co-tutelle avec l'Université de Valladolid. C'est ça. Et elle a été lectrice d'espagnol, contractuelle d'espagnol à l'Université de Bourgogne, et puis elle continue d'être chargée de cours dans plusieurs universités. Donc, elle a même été chargée de cours, je vois, à l'université Paris Diderot, donc ex-Paris Diderot, Université de Paris aujourd'hui, et à Marne-la-Vallée également. Et dans son intervention, elle va nous parler de la traduction automatique dans la localisation des jeux vidéo. Et je lui passe la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup. Oui, c'est activé. Oui, donc au fait, et de plus, il faudrait juste rajouter que de base, je suis angliciste. Donc l'espagnol, c'est juste parce que je suis de nationalité espagnole et ils avaient du mal au départ à me faire un contrat en anglais, pour prof d'anglais, mais voilà. Donc oui, et en ces moments, je travaille comme commentaire à l'ESIT. Euh, et donc, du coup, moi, je travaille, mon doctorat, c'est dans la localisation de jeux vidéo. Je m'intéresse surtout aux outils. Et je m'intéresse dans le monde de la localisation de jeux vidéo parce que c'est un secteur, l'industrie vidéoludique, c'est un secteur qui vraiment n'arrête pas de croître depuis qu'il est né. Là, c'est les prévisions de Newzoo, donc c'est une revue spécialisée dans le monde de jeux vidéo, qui prévoit 159,3 milliards de dollars de revenus. Ça veut dire que depuis 10 ans, l'industrie des jeux vidéo dépasse l'industrie cinématographique, en fait. Et à l'intérieur de l'industrie de jeux vidéo, on trouve de joueurs de beaucoup de nationalités, de beaucoup de pays. Déjà, en ces moments, les adeptes de jeux vidéo, on les trouve dans toute catégorie d'âge, des classes sociales et partout dans le monde. Donc, les stéréotypes qu'on avait avant d'un adolescent caché au fond de sa chambre, sans sortir, qui gueule sur sa maman, c'est plus valable. Par exemple, ici, vous pouvez voir que pour la fin de 2020, on prévoit 2,7 milliards de joueurs dans le monde, dont 135 millions de plus. Évidemment, disons que la crise actuelle, la pandémie aide énormément, soyons honnêtes. Donc, ils ont vu une augmentation du nombre de joueurs. Et vu cette répartition, la localisation est extrêmement importante, à un tel point que beaucoup des chercheurs dans les domaines, des rapports des pertes et des profits des entreprises, des après-mortem qu'ils font une fois ils ont sorti leur jeu, démontrent que plus de la moitié des revenus viennent de ventes dans deux autres pays. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est un peu une analyse qui a été publiée dans les sites web anglais, en anglais. Gamasutra, donc c'est un site, un blog spécialisé dans les jeux vidéo. Le jeu s'appelle Gremlin Inc.
Et après 18 mois dans les marchés, on peut voir que plus de 60% de la revenu provient des ventes à l'étranger. Et dans le même article, ils disent que 70% de joueurs jouaient dans une langue différente de l'anglais. Donc, dans un domaine où la localisation, la traduction, le plurilinguisme a si grande importance, je trouve qu'il s'avère nécessaire de connaître les besoins du traducteur, du localisateur, pour pouvoir créer des systèmes interactifs qui sont focalisés sur l'utilisateur pour augmenter la productivité, la qualité du travail et simplifier les processus de traduction dans toutes ces étapes. Donc, dans ce but-là, et c'est aussi le sujet de ma thèse, j'ai créé plusieurs enquêtes, dont une qui portait sur les outils, tous les outils que les traducteurs utilisent dans leur métier, ainsi que les pratiques communes, l'accès au matériel de référence, même les fonctionnalités d'un hypothétique logiciel parfait. Je demande aussi sur les outils qu'ils utilisent pour extraction et intégration des fichiers, gestion terminologique, glossaire, corpus, mémoire des traductions et évidemment la traduction automatique. Donc, cette enquête, elle a été rédigée en anglais pour pouvoir atteindre un plus grand nombre. Et de toute façon, ma thèse, elle est en anglais. J'ai reçu 620 réponses complètes sur 1000 réponses au total. C'était assez long. Donc, il y avait 46 questions, 19 pages. Donc 9 minutes au moins en moyenne, on va dire, pour répondre. J'ai réussi à avoir un taux de réponse très haut. Par contre, j'ai dû cibler les professionnels grâce au LinkedIn en utilisant directement les paramètres de recherche ou tout simplement en passant au crible les profils des employés des entreprises de création des jeux vidéo et des agences de traduction spécialisées dans les multimédias, ce qui est très chronophage, mais je voulais avoir des résultats qui pesaient avec une certaine validité. Donc, au niveau du profil, et je pense que c'est en train d'avancer toute seule, et j'aime pas ça, pardon, dans les profils, la moyenne d'âge était entre 25 et 34 ans, étant donné que c'est un domaine assez nouveau parce qu'il a commencé dans les années 80, la localisation des jeux vidéo, donc ça reste un peu l'âge. Il venait des 113 pays différents, avec l'Espagne en tête. Plus de 60% avaient suivi des études universitaires en traduction. Leur métier principal était la traduction. Plus de 60%, oui, non, attendez, je vais pas que ça soit automatique. Sinon, je n'ai pas le temps, désolée. Je reviens. Donc, plus de 60% avaient suivi des études de traduction universitaire. Dans leur activité, on voit qu'à nouveau, presque 60% d'entre eux ont indiqué que plus de 3/4 de leur travail provenait de la localisation de jeux vidéo. Et la plupart, ils étaient des freelances, de travailleurs indépendants qui travaillaient soit à leur compte avec, pardon, je suis désolée, avec une agence ou les deux. Donc, voici un peu le profil, on va dire, de base des traducteurs de jeux vidéo. Maintenant, si l'on passe à la traduction automatique, ce qui est l'idée, ça, c'est l'usage qu'ils font de la traduction automatique dans leur métier. Donc, on voit que 51,29% n'utilisent pas la traduction automatique. Donc, ça, c'est l'addition, on va dire, de deux dernières options qui s'y trouvent en bas. Donc, have heard of, but do not use and never heard of.
Et j'ai fait un peu la comparaison avec deux autres chercheurs qui ont mené des enquêtes aussi sur l'adoption de nouvelles technologies parmi les traducteurs. Bien évidemment, ils ont travaillé dans la traduction en général, pas dans le monde de la localisation de jeux vidéo. Donc là, vous pouvez voir les résultats de Doherty et al. Et Saretskaya et al. Qui sont identiques. Et apparemment, dans le monde de la localisation de jeux vidéo, soit parce que les choses ont avancé ou soit parce que on voit qu'ils ont adopté un peu plus la traduction automatique, mais elle reste majoritairement non adoptée parce que seulement 11,6% l'utilisent régulièrement et 37,1% en font usage de temps en temps. Au niveau des outils, j'ai aussi posé les questions sur les outils qu'ils utilisent. Donc, j'ai fait un peu la division. Ils pouvaient aussi spécifier des autres outils, mais honnêtement, je n'ai pas eu de résultats. C'était une liste plutôt avec pas beaucoup de pourcentage. Donc, j'ai divisé payant, non payant. Donc, dans les côtés d'outils payants, on voit qu'ils ont tendance à utiliser surtout Google Translate, API, ou rien. C'est 46,9% pratiquement n'utilisent aucun outil de traduction automatique payant. Côté gratuit, à nouveau, c'est Google Translate qui est à la tête, 62,62%, suivi par DeepL. Mais ça, c'est sur les 305 personnes qui ont répondu qu'ils utilisaient la traduction automatique. Comme vous pouvez voir dans les coins answered, 3, donc c'est un peu le pourcentage à l'intérieur du groupe qui utilise ou qui a marqué comme utilisateur habituel ou occasionnel de la traduction automatique. Pour moi, la question la plus intéressante restait, et je suis désolée, c'est très petit pour l'écran, celle-là. Donc, quel serait l'outil parfait pour la traduction, la localisation de jeux vidéo? Quelles sont les fonctionnalités, les outils, les combinaisons qu'on voudrait avoir? Et j'étais un peu surprise de voir que la traduction automatique était très détestée. C'est la moins aimée, on va dire. Ils devaient choisir tout simplement s'ils trouvaient chaque fonctionnalité gênante, pas importante, pas très utile ou bien essentielle. Et en bas de la liste, on trouve Machine Translation avec 170 votes comme gênantes. Donc, 170 personnes, pardon, ils ont marqué comme gênante, 154 comme pas importante, 195 comme pas très utile, 105 comme utile, et seulement 16 ont dit qu'elle était essentielle. Et elle était suivie par la possibilité de combiner corpus, les outils TAO et la traduction automatique. Et je pense que c'est suite à la traduction automatique à nouveau. C'est la deuxième en bas, on va dire. Donc, elle reste la deuxième avec moins de points positifs. Donc, en haut, on trouve l'accès aux fichiers, la possibilité d'avoir des dialogues en ordre. Et c'est parce que, et je vais expliquer maintenant pourquoi on trouve des résultats pareils. Et ces résultats viennent de la complexité du secteur de la localisation de jeux vidéo. Parce que déjà, d'un côté, c'est un milieu qui va combiner l'écrit, l'oral, des images en mouvement, un vocabulaire très spécifique, donc, comme dans des autres secteurs de la traduction.
ces traductions ou localisations. Donc, de plus, les traducteurs vont devoir adapter les contenus. Donc, au niveau non textuel, donc unité de mesure, monnaie, loi, et au niveau culturel aussi, avec des références, blagues, etc. Mais de plus, là, la localisation de jeux vidéo rejoint des épiphénomènes qu'on connaît déjà dans la localisation de software. Donc, par exemple, deux problèmes dans la phase d'internationalisation et les langues. La phase d'internationalisation est la phase pendant laquelle les développeurs vont transformer les logiciels pour qu'ils soient adaptés à une traduction postérieure. Donc, par exemple, tout simplement, laisser assez de place pour éviter des problèmes avec les foisonnements de langues dans le menu. Donc, les problèmes avec les jeux vidéo, c'est que les localisateurs reçoivent les textes dans un document Excel sans accès au jeu. Ils ne peuvent pas avoir un aperçu comme dans la localisation des sites web. Ils travaillent complètement à l'aveugle, parfois sans aucune indication. Comme on peut voir ici, ça c'est un exemple que j'ai tiré du livre de Pablo Muñoz Sánchez, La localización de videojuegos. L'effet de ne pas avoir accès à l'image donne lieu à des exemples comme celui-là où on voit très bien que toute mission actuelle dépasse la case où il devrait être écrit. Déjà, même en anglais, elle était assez petite. Donc, elle n'était pas très adaptée déjà des bases, mais pour une traduction vers l'espagnol, le français ou l'allemand, où les textes peuvent être jusqu'à 30% plus longs, c'est pas vraiment réaliste. Et de plus, donc là, c'est vraiment les problèmes, la raison pour les problèmes avec la traduction automatique, c'est qu'on trouve des balises, des variables et des unités formées à la fois par deux mots et des variables. Donc, ça, c'est un exemple très clair. Ici, dans cette phrase « rentrer dans lieu pour récupérer objet », au fait, les software va remplacer automatiquement la variable pourcentage lieu et la variable pourcentage objet par un mot, un segment de phrase qui est dans une base de données séparée, qui est complètement dehors du contexte. Donc ça, c'est ce que les traducteurs reçoivent. Et évidemment, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les modifier, mais il faut tenir en compte toute modification des syntaxes, des genres liés, par exemple, à masculin, féminin et autres, alors qu'on ne le sait pas du tout. Donc, vraiment, c'est un milieu où on travaille sans savoir ce que le texte final, ce que le produit final va donner. Donc, deux dernières images pour demander s'ils ont accès, pour bien prouver ce que je viens de dire. On voit que pour avoir accès, on va dire, à l'environnement visuel, nous avons que 47% de cas où ils donnent le maximum de caractères qui rentrent, mais c'est tout. Donc, ça aide un peu pour éviter l'image qu'on a vue avant où les textes dépassaient, mais ça reste, par exemple, très difficile pour savoir à quoi fait référence les textes en soi. Et la deuxième image, c'est le fait que dans plus de la moitié du temps, il doit faire recours à la langue contrôlée due aux variables et à la concordance des genres. Donc ici, on parle plutôt de trouver des solutions créatives. Et en ce moment, l'intelligence artificielle, son point faible, on va dire, c'est la résolution des problèmes. C'est quelque chose
sur laquelle ils sont en train de travailler, mais ça reste un peu les points faibles, on va dire. Et du coup, et d'ailleurs, par ailleurs, déjà sans appliquer la traduction automatique, la localisation du jeu vidéo oblige les entreprises à prévoir plusieurs phases des tests linguistiques après la traduction proprement dite pour s'assurer que les contenus sont correctement intégrés au support concerné, qu'ils peuvent régler les bugs qui peuvent apparaître. Essentiellement, souvent, c'est des bugs qui apparaissent en vue de les scissions entre l'image et les textes que je viens de vous montrer. Ça ne veut pas dire que la traduction automatique est inutile, on va dire, dans le monde de la localisation des jeux vidéo. Il faut juste penser, par exemple, dans le jeu de rôle et même les multiplayer, massively multiplayer. Le jeu de rôle en ligne où il y a des chats, par exemple, où il y a beaucoup d'échanges, des communautés, qui sont en train de jouer en même temps, ça pourrait être aussi intéressant, mais c'est vrai que face à un texte aussi technique avec tellement de problèmes et des morceaux de code, on va dire, au milieu, ça reste difficile à gérer. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, ben, merci beaucoup pour cette intervention qui, bon, je ne sais pas si c'était très clair pour tout le monde. Il y a peut-être des interrogations. C'est curieux que bon, l'histoire des traducteurs qui n'utilisent pas cette traduction automatique, qui ne disent pas l'utiliser. Après, ça peut être aussi ça, qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils l'utilisent. Alors, l'enquête, elle était complètement confidentielle. Donc, ils n'avaient pas donné leur nom ni leur lieu de travail. Mais je ne peux pas aller vérifier à chaque fois, malheureusement. Bah, vous aurez l'occasion peut-être de répondre à des questions tout à l'heure au moment du débat. Merci en tout cas. Merci à vous.